Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, avec la reprise économique, nous assistons à la flambée des prix du carburant, mais aussi à une hausse historique des prix du gaz, sans oublier en bas de la chaîne le surenchérissement des produits de consommation. Cela se traduit concrètement pour nos concitoyens par un coût moyen du plein d'essence ou de gazole en hausse de 18 € par rapport à l'année dernière, à la même période pour un plein de 50 litres. Concernant le gaz, un Français paye aujourd'hui 1 500 € pour une consommation moyenne annuelle d'un foyer composé de 4 personnes. Ce même Français payait 850 € au mois d'octobre de l'année dernière pour la même consommation, soit une perte de 650 € en une seule année. Alors que fait le gouvernement pour répondre à cette explosion des prix de l'énergie? Vous dégainez une indemnité inflation de 100 € distribuée à tous les Français touchant moins de 2 000 € net par mois. Ce dispositif, censé être juste et efficace, est en réalité une véritable mascarade. Qui croyez-vous leurrer à moins de 6 mois d'une élection présidentielle avec ce billet de 100 € à l'effigie du président Macron? Que faites-vous de la mère célibataire avec 2 enfants qui gagne 2 050 € net par mois et qui doit prendre sa voiture pour aller travailler? Que faites-vous du retraité qui touche légèrement plus de 2 000 € et qui doit faire 30 km pour aller chez le médecin? Que se passe-t-il une fois les 100 € dépensés? Pensez-vous que les Français vont oublier leurs problèmes de fin de mois? Votre prime ne tient pas compte de l'évolution dans le temps des prix du carburant et du gaz. Nous vous avons pourtant proposé de baisser la TVA sur les carburants ainsi que des mesures ciblées. Silence sur les bancs du gouvernement. Avec votre indemnité, vous vous offrez une belle campagne de communication, mais cette mesure inique aggrave les inégalités et ne règle rien aux problèmes des Français. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre chargée de la transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aviragnet. Vous dites mesure inique. Je crois que là, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau du débat. Je trouve que tomber dans la démagogie sur des sujets pareils, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous avons réfléchi longuement pour essayer d'apporter la solution qui soit la plus juste possible, la plus efficace possible, pour répondre à une hausse qui est une hausse conjoncturelle et une hausse sur laquelle nous devons apporter une réponse. Moi, je n'ai pas entendu un Français qui va recevoir cette aide de 100 € qui disait je n'en veux pas et c'est une mesure inique. Je pense que ces questions-là, on se les pose quand on n'a pas les problèmes que rencontrent un certain nombre de Français. La première chose que je veux vous dire, c'est que nous avons regardé tout simplement pour une personne qui fait à peu près 80 km par jour, 5 jours par semaine. En moyenne, le surcoût sur une année, c'est de 90 €. Et donc, la hausse qui est proposée va compenser justement ce besoin supplémentaire. Ceci vient s'ajouter à des aides qui ont été annoncées par le Premier ministre pour aider à faire face à la hausse du gaz, à la hausse de l'électricité, qui vont avoir un impact sur nos concitoyens, pour lesquels nous avons augmenté le chèque énergie et pour lesquels nous avons décidé de contenir la hausse de l'électricité et de contenir la hausse du gaz. Voilà des mesures qui sont des mesures évidemment conjoncturelles et qui doivent, à côté de cela, se doubler de mesures qui sont des mesures de plus long terme pour aider nos concitoyens à terme à ne plus être dépendants des énergies fossiles. Donc c'est ce que nous faisons, notamment avec le bonus pour l'achat de véhicules électriques et la prime à la conversion qui vont être poursuivies l'année prochaine, avec les aides que nous avons apportées, qui ont été votées par le Parlement pour aider nos concitoyens à isoler leur logement, pour avoir moins de dépenses sur leurs factures. Voilà ce qu'il faut faire pour être responsable des mesures d'urgence et des mesures de long terme. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Premier ministre, 14 ans, c'est l'âge de l'adolescence, des premières amours, des premiers pas dans la vie de cet autre que soi, pas encore adulte, pas encore assez grand, mais d'ores et déjà plus assez petit, plus assez enfant. C'est aussi l'âge des premières interrogations sur la vie. Qui suis-je? Que suis-je? Dois-je réellement être cela? Dois-je réellement faire comme ça? 14 ans, l'âge où tout commence, et sûrement pas celui où tout s'arrête. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je voudrais que nous nous attardions sur le drame de la jeune Dina. Mes premières pensées vont à sa famille, à ses parents, à ses frères, à ses amis, à ses proches, à tous ceux pour qui elle ne sera plus là.
En tant que femme, en tant que maman, en tant que citoyenne, en tant que députée, je ne peux me résoudre à ce que le harcèlement tue. Car oui, Dina a été tuée par le harcèlement dont elle a été victime. Dina a été tuée par le harcèlement où on l'a laissée s'enfermer. Je porte un héritage politique qui croit en la jeunesse, qui croit qu'on ne peut imputer à un enfant la pleine responsabilité de certains actes, la pleine responsabilité d'un suicide, qui croit que notre responsabilité d'adultes est de les protéger, de veiller à ce que les institutions protègent nos enfants. C'est ça, la République pour toutes et tous. C'est ça, la République dans laquelle l'école doit être le berceau de l'égalité réelle. 2 ans de harcèlement, 2 ans de signalement, 2 ans de quoi? Que n'a-t-on pas fait pour protéger cet enfant, ces enfants? Aujourd'hui, le harcèlement ne se limite plus à l'école ou au périscolaire. Il est partout, tout le temps, en ligne, en classe, en pause, le matin, le midi, le soir, la nuit. C'est un continuum qui peut s'avérer mortel pour 700 000 enfants par an. L'échec des dispositifs en place est là, flagrant, car pour reprendre votre slogan, en parler ne suffit pas. Chaque souffrance subie doit obliger une réponse sérieuse et immédiate. Bien loin des 2 ans d'attente de Dina et de sa maman face à une institution scolaire malheureusement sourde et muette. Un procès s'ouvre, c'est bien, mais ça ne ramènera pas Dina. Monsieur le ministre, vous devez prendre ce problème Madame la députée. à La parole bras-le-corps. est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lamia El Aharaj. Je redis l'émotion qui est la mienne vis-à-vis de ce suicide, comme je le répète, du suicide de tout adolescent. Et il y en a malheureusement chaque année. C'est quelque chose que l'on doit faire diminuer. Je vous invite à ne pas commenter excessivement une affaire pour laquelle il y a justement une enquête. Par définition, un suicide, c'est quelque chose de complexe, les causes sont à démêler et nous en parlerons le moment venu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être dans la dignité, dans la compassion et aussi dans l'analyse, parce que bien sûr, si l'on arrive à de tels drames, c'est qu'il y a des failles, des échecs et qu'on doit les regarder en face. Il faut évidemment une politique sur ce sujet. Là aussi, je vous invite à ne pas dire des choses trop définitives sur les politiques accomplies. On peut les regarder sérieusement ensemble et si vous avez des propositions pour faire mieux, je serai évidemment très ouvert. Celles que nous menons actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, sont inspirées des pratiques internationales qui sont considérées comme les meilleures, notamment dans les pays scandinaves. Le programme phare auquel j'ai fait référence tout à l'heure et que nous avons déjà expérimenté dans plusieurs endroits avec des réussites est un programme qui permet d'aller à la racine autant que possible, c'est-à-dire la formation des personnels, la mobilisation des élèves. Il y a, et vous avez eu raison de le dire, le continuum. Non seulement nous avons le harcèlement, que nous réussissons d'ailleurs dans certains endroits à faire reculer, mais nous avons aussi le cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement est un défi encore plus grand et qui est malheureusement présent dans cette affaire aussi, je crois. Et c'est pourquoi j'ai convoqué récemment les responsables des plateformes. Ce n'est pas la première fois évidemment qu'il y a un dialogue avec eux, mais pour les responsabiliser davantage, notamment pour mieux faire respecter l'interdiction aux moins de 13 ans, mieux travailler sur les algorithmes, mieux travailler sur tous les enjeux d'addiction d'ailleurs qui existent autour de cela. Il y a donc un enjeu de politique publique, nous y sommes et je suis ouvert pour de nouveaux progrès. Il y a aussi un enjeu de mobilisation de la société française. Je le disais tout à l'heure, je voudrais le répéter, c'est les familles, la société, nous tous qui sommes responsables des améliorations indispensables qu'il y a en la matière à faire. Merci. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. Le rapport de RTE sur les futurs énergétiques, comme la déclaration du Président de la République concernant l'hydrogène vert dans le plan France 2030, disent tous que les énergies renouvelables vont jouer une part prépondérante dans le mix énergie de la France. Or, ce que nous observons sur le terrain, ce n'est pas la concorde, ce n'est pas une épopée industrielle, c'est au contraire une succession de controverses locales qui divisent notre société avec des projets qui s'enlisent, avec une incertitude et une inquiétude qui grandit dans notre pays. Madame la Ministre, il nous semble que c'est faute d'une doctrine éclairée de la puissance publique. Nous avons besoin d'une puissance de régulation. Nous avons peut-être tout d'abord besoin d'une science qui nous éclaire par exemple sur notre capacité à hiérarchiser la petite et la grande biodiversité. Cette biodiversité avec la souveraineté alimentaire, notre sécurité alimentaire, avec, bref, des arbitrages entre la décarbonation et d'autres fonctions tout aussi vitales pour notre pays. Nous manquons d'une doctrine éclairée par la science et nous manquons ensuite d'une capacité régulatrice pour autoriser les installations, pour les contrôler. Ensuite, je pense notamment au défaut de contrôle absolu et ubuesque de la méthanisation.
nous avons besoin d'une puissance régulatrice. Nous avons besoin d'une clarification du rôle de l'État et des collectivités locales, de la partie du public et de la partie privée. Bref, nous avons besoin d'une doctrine claire qui permette l'amplification du rôle des ENR. Nous avons besoin de savoir comment va se faire le partage de la valeur sur ces créations d'activités d'énergie renouvelable. Et enfin, et je voulais vous sensibiliser à ce sujet, nous avons absolument besoin de dérouler une capacité d'économie circulaire pour les matériaux critiques afin de ne pas être dépendants de puissances qui ne sont pas tous des démocraties. Comment, après avoir raté la loi climat sur ce sujet et la loi énergie, allons-nous nous doter d'une doctrine publique capable de prévoir dans la sérénité le déploiement des énergies renouvelables dans notre pays? Merci. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Potier pour votre question sur le comment. Au moins, on arrête de remettre en cause le besoin des renouvelables. Je pense que le rapport de RTE là va permettre justement, après un travail d'experts sérieux qui a été fait pendant plusieurs années, un travail contradictoire et transparent, au moins nous savons que nous avons besoin tous de développer plus les renouvelables. Ça va nous permettre peut-être de sortir des polémiques stériles que certains entretiennent sur le fait qu'on pourrait s'en passer ou se passer de tel ou tel, ou faire des choix. Allez, je ne fais plus d'éolien terrestre et je ne fais que du photovoltaïque. Bref, c'est impossible et maintenant nous le savons. Sur la manière de faire, nous avons déjà avancé. Il y a des filières, vous avez parlé de la méthanisation, qui est une filière qui est en devenir, qui commence à se développer et qui a connu des ratés. Mais il faut l'assumer. Et ces ratés nous ont permis de tirer des retours d'expérience et maintenant de renforcer la réglementation qui va permettre, notamment sur les bassins de rétention par exemple, d'avoir des contraintes qui soient un petit peu plus claires et mieux contrôlées. Sur le développement des énergies renouvelables, nous avons voté dans la loi climat-résilience, dans la bonne loi climat-résilience, le fait qu'il fallait maintenant avoir une PPE qui soit le socle ou le plafond et qui soit ensuite défini région par région, type d'énergie renouvelable par type d'énergie renouvelable, avec un conseil au niveau de chaque région qui réunit les acteurs pour réfléchir ensemble au type de mix qui sera adapté pour chaque région. Ça, c'est une bonne manière de faire parce que c'est une manière de faire qui associe tous les acteurs. Et ensuite, nous allons avoir une PPE qui va être renouvelée au fur et à mesure et qui va passer devant le Parlement. Vous comme moi, en tant que parlementaire, nous l'avions demandé. Maintenant, c'est fait. À partir de 2023, la PPE elle sera votée par le Parlement. Vous voyez que nous mettons en place les outils les uns après les autres. Nous élargissons la possibilité de faire du photovoltaïque. Nous mettons les outils en place les uns après les autres pour qu'on puisse enfin développer correctement les renouvelables dans notre pays avec tout le monde. Merci, Madame. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, mes chers collègues, ma question a été abordée déjà dans cet hémicycle, preuve qu'elle nous touche toutes et tous. Dina allait avoir 15 ans, elle voulait devenir présidente de la République. Elle avait tout l'avenir devant elle. Pourtant, elle est cette année la 19e victime d'un long harcèlement en raison de son orientation sexuelle, de sa couleur de peau et de ses bonnes notes. Nous avons bien sûr une pensée pour les siens. Ces événements tragiques nous révoltent tous et je vous sais, monsieur le ministre, mobilisé sur la question. Mais il y a encore des lacunes dans les politiques mises en place. La mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement que j'ai eu l'honneur de présider aux côtés de la rapporteure Colette Mélot et de tous les groupes politiques de notre Assemblée a unanimement proposé 35 mesures claires et immédiatement applicables. Ce rapport a mis en évidence le besoin urgent de renforcement des moyens. Les enfants doivent à tout moment pouvoir se livrer à un adulte de confiance qui donnera suite et tous les adultes d'un établissement être eux-mêmes à même de détecter les signaux dits faibles. Le renforcement des personnels médico-sociaux, des temps d'échange dédiés et réguliers, l'utilisation des espaces numériques de travail pour communiquer avec les enfants sur le sujet sont des exemples de dispositifs faciles et rapides à développer. Inadmissible et scandaleux aussi l'inaction des réseaux sociaux et nous attendrons une réponse de ce qui devra être une des priorités de la présidence française de l'Union européenne à compter du 1er janvier. Sur toutes les travées, nous avons conscience de l'urgence à stopper ce fléau qui fait encore de trop nombreuses petites victimes. Alors, monsieur le ministre, quand comptez-vous mettre en œuvre nos propositions et quels moyens d'envergure entendez-vous déployer pour réagir, mais réagir vite ?
Pour vous répondre, la parole est à M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sabine Van Heghe. De nouveau, je veux vous remercier que cette question soit fortement traitée aujourd'hui. Vous remercier pour le travail qui a été accompli par les sénateurs et les sénatrices sous votre présidence, ainsi qu'avec le travail de la rapporteure Colette Mélot. Et j'ai évidemment lu votre rapport et je suis en accord avec chacune des propositions, les 35 que vous avez rappelées. Et donc, comme je vous l'avais indiqué, je suis évidemment très ouvert pour assurer une réalisation faisant suite à votre rapport. De même, à l'Assemblée nationale, nous avons le député Erwan Balanant qui fait des propositions. Je le dis, ça vaut d'abord pour la représentation nationale, mais de façon générale pour l'ensemble de la société. Bien entendu que nous sommes ouverts à tout ce qui fait progresser ce sujet, nous sommes bien d'accord. Comme vous le savez, nous ne partons pas de zéro. Un travail important est fait depuis 10 ans maintenant sur ces questions et a permis des avancées. Je crois qu'il y a les sujets que vous venez de soulever aussi, comme l'a fait aussi le sénateur Gay tout à l'heure, sur la question des soins aussi psychologiques. Rappelons ce que le président de la République a annoncé il y a environ 8 jours en pédopsychiatrie, notamment la généralisation des maisons d'adolescents, une par département, la possibilité d'avoir des consultations psychologiques gratuites. Rappelons que tout ceci se passe dans un contexte mondial où tous les pédiatres voient une montée du malaise adolescent lié notamment à tous les confinements qui ont pu avoir lieu. Heureusement, nous avons été moins touchés par cela, mais nous le sommes aussi. Et donc, nous avons à travailler autour de cela. De nouveau, le sujet a une dimension mondiale. Ce qui est important maintenant, c'est que nous sachions actionner tous les leviers. Je pense que le programme phare, maintenant, nous met vraiment aux avant-postes d'une politique très volontariste, si vous faites de la comparaison internationale. Nous devons être extrêmement réactifs. C'est pourquoi chaque recteur aujourd'hui est mobilisé sur cette question, et je le leur ai dit à de très nombreuses reprises ces derniers temps. Nous allons étoffer les équipes d'intervention extérieure des rectorats vers les établissements lorsque ces phénomènes sont là. Et les établissements sont évalués dès maintenant sur l'enjeu du climat scolaire. Je voudrais dire pour conclure que la question de l'engagement des adolescents, notamment à partir du collège, dans des causes d'intérêt général, fait aussi partie de la solution, parce que nous devons développer des logiques de fraternité, des logiques de non-violence, bien entendu, dans nos établissements, et ça passe aussi par des aspects positifs de l'engagement de nos élèves. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il s'écrit actuellement en Nouvelle-Calédonie un chapitre politique majeur. À la suite des accords de Nouméa, signés par Lionel Jospin, 10 ans après ceux de Matignon, conclus par Michel Rocard, vos prédécesseurs, 2 référendums se sont tenus et ont montré l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la République française. Le 3e référendum est prévu le 12 décembre prochain. Nous savons tous que ce scrutin se tiendra dans un contexte international et régional tendu. D'abord, le contexte international. Nous assistons depuis plusieurs années à la multiplication d'opérations de déstabilisation électorale de grande ampleur. Référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014, présidentielle états-unienne de 2016, alerte récente d'une ancienne employée de Facebook, pour ne citer que ces 3 exemples. Ces attaques contre le libre arbitre des citoyens sont des maux mondiaux qu'on ne peut ignorer, surtout dans le climat de tension que connaît la zone Indo-Pacifique. J'en viens par là au contexte régional. L'Indo-Pacifique est en proie à de très fortes tensions. Les prises de position américaines récentes contre la puissance chinoise et les retournements d'alliances dont la France a fait les frais placent ce scrutin référendaire dans un environnement qu'on ne peut ignorer. Ne doutons pas que l'ensemble des puissances régionales s'y intéressent de très près. Nous souhaiterions donc connaître, Monsieur le Premier ministre, votre appréciation s'agissant des risques d'ingérence étrangère dans cette campagne référendaire, et que vous nous précisiez les moyens mis en œuvre pour y faire face. Et enfin, pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, indiquer les mesures prises par votre gouvernement pour assurer un bon déroulement du vote afin de garantir une légitimité irréprochable à ce scrutin? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Outre-mer, Monsieur Sébastien Lecornu. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, votre constat est juste. Les circonstances ont bien changé depuis 1988, où les accords de Matignon-Dino s'étaient scellés dans une guerre froide qui, au fond, regardait peu le Pacifique Sud. Les accords de Nouméa s'étaient déroulés dans un contexte qui était particulièrement détaché de cette ambiance. Et d'ailleurs, au fond, c'est plutôt à l'époque vers la Polynésie française et nos essais nucléaires que le regard des pays de la zone se tournait que davantage vers la Nouvelle-Calédonie. Le constat a d'autant plus changé que,
On le voit bien, le corps électoral est restreint et que 9000 voix d'écart entre le oui et le non lors du deuxième référendum rend donc cette question des ingérences, des manipulations éventuelles étrangères, étatiques, mais aussi non étatiques, entreprises, organisations non gouvernementales, particulièrement prégnante. Et donc, bien sûr, nous y sommes vigilants. Je vais répondre très directement à votre question. En préalable, peut-être profiter de la question pour vous dire que les préparatifs pour ce scrutin du 12 décembre prochain continuent de se faire, tant sur le volet de la sécurisation des bureaux de vote, de la mise à jour des listes électorales. Le processus est bientôt terminé, de l'ouverture des bureaux de vote délocalisés, de la possibilité pour celles et ceux qui souhaitent établir des procurations de le faire. Donc en clair, nous continuons de le faire avec bien sûr une inconnue, même si nous la surveillons chaque jour, c'est la situation sanitaire, puisque comme vous le savez, la Covid-19 est rentrée malheureusement il y a maintenant quelques semaines dans le territoire et que des mesures de freinage sont toujours actuellement en cours. Et donc bien sûr, nous serons amenés, sous l'autorité du Premier ministre, à établir aussi une situation sanitaire et la clarifier dans les semaines qui viendront. Sur les ingérences, d'un mot de nature, les conventionnels, classiques, avec deux vigilances particulières, le dossier du nickel, évidemment, et les antivax, qui peuvent faire l'objet de récupération ou d'instrumentalisation venue de l'étranger. C'est surveillé et documenté par les services de l'État compétents, évidemment, sur ce sujet. La vraie nouveauté pour ce référendum, monsieur le sénateur, ce sont bien sûr les réseaux sociaux et la surveillance du numérique. C'est en cela que le SGDSN s'est doté d'une cellule dit Viginum, qui va nous permettre, justement, pour ce scrutin, de s'essayer à cette question. D'ailleurs, on en tirera aussi les conclusions pour l'élection présidentielle. L'autorité judiciaire sur place à Nouméa sera amenée également à surveiller de près. En tout cas, moi, je suis à disposition du Sénat pour répondre dans les semaines qui viendront, dans les jours qui viendront, à l'ensemble des interrogations de la représentation nationale sur cette question des ingérences auxquelles il est difficile de répondre en seulement 2 minutes. Je vous remercie. Monsieur Valette. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir pu faire montre d'un accord avec, en tout cas, la question, et je pense l'ensemble des bancs de cette Assemblée, sur la préoccupation qui est la nôtre d'avoir un scrutin qui soit irréprochable pour faire en sorte que, comme vous, nous puissions acter le résultat d'un scrutin qui est dans les mains de l'électeur, qui reste évidemment et toujours le souverain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée chargée de l'Industrie. Le 15 octobre, le groupe finlandais UPM a annoncé son choix de céder le site de Chapelle Darblay à Grand-Couronne en Seine-Maritime. L'avenir de Chapelle Darblay n'est pas une affaire locale. Cette usine est la dernière en France à être en capacité de produire du papier 100% recyclé. Elle dispose d'une puissance de recyclage de 480 000 tonnes par an, soit la collecte effectuée auprès de 24 millions de Françaises et Français dans un périmètre de 400 km incluant l'Île-de-France. Le projet retenu par UPM, celui du groupement Samfi-Paprec, comprend une activité de tri des déchets sans recyclage, l'utilisation d'une chaudière biomasse et l'hypothétique mise en place d'ici 3 à 5 ans d'une unité de production d'hydrogène. Une offre alternative portée par Veolia et Fibre Excellence a été présentée et écartée. Pourtant, celle-ci prévoyait la production de 400 000 tonnes de carton d'emballage dont la demande explose à partir des papiers et cartons usagés collectés en France. Elle permet la préservation du site industriel, des machines, des compétences et recréer 250 emplois. Elle utiliserait la voie fluviale. C'est un projet cohérent d'économie circulaire. Il a le soutien des syndicats qui ont fait preuve de responsabilité dans ce dossier et des élus locaux. La métropole Rouen-Normandie va faire valoir son droit de préemption. Il faut, Madame la Ministre, préserver l'outil industriel, éviter le démantèlement des machines. Comment le gouvernement compte-t-il intervenir et appuyer la démarche de la collectivité ? Pour répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'industrie, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Marie. Comme vous le savez, nous suivons avec Bruno Le Maire la situation de la Chapelle Darblay avec la plus grande intention et une seule boussole, celle de redévelopper le maximum d'emplois industriels sur ce site qui a fermé il y a presque 2 ans et où les 228 salariés qu'il comptait ont arrêté de travailler. Cette boussole, je le sais, est partagée par les élus du territoire et par les représentants du personnel et les anciens salariés. Grâce à notre mobilisation, le site a été maintenu en l'état pendant 2 ans, permettant la recherche de repreneurs, et grâce à notre mobilisation, 2 solutions portées par des grands groupes français ont émergé, ce qui est une très bonne nouvelle. La première solution, elle est portée par Paprec Samfi, elle a été déposée cet été. La deuxième, portée par Veolia, et seulement Veolia à ce stade, a été remise il y a 2 semaines. UPM a examiné ces offres et a choisi Samfi Paprec. Nous avons regretté, avec Bruno Le Maire, qu'UPM n'ait pas retardé sa décision pour réexaminer en détail ces offres.
S'agissant du droit de préemption que la métropole de Rouen souhaite exercer, cela relève, vous le savez, de sa compétence. Mais je veux vous confirmer que nous serons au rendez-vous pour accompagner toute solution permettant de maximiser le nombre d'emplois industriels créés dans des activités au service de notre transformation environnementale. C'est ce que nous avons déjà fait dans le secteur du papier carton en trouvant une solution pour le site Fibre Excellence, il y a quelques mois à Tarascon, pour celui de Norske Skog à Golbey, ou en sécurisant le site d'Alizé à une vingtaine de kilomètres, qui fabriquera du papier carton recyclé. C'est ce que nous ferons pour recréer de l'emploi industriel à la Chapelle d'Arblay, et je l'ai redit ce matin à Nicolas Mayer-Rossignol, président de la métropole de Rouen. Monsieur Marie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis l'arrêt des machines, 480 000 tonnes de papier ont été envoyées à l'étranger, incinérées ou enfouies. Dans sa présentation du plan France 2030, le Président de la République a insisté sur la nécessité d'investir dans le recyclage et fait de l'économie circulaire une priorité. L'initiative de la métropole Rouen-Normandie doit donc être appuyée par le gouvernement. Des instructions doivent être données pour éviter le démantèlement du site. Des discussions doivent être de nouveau engagées avec UPM pour que l'offre alternative soit sérieusement examinée. La réindustrialisation du pays et le développement de l'économie circulaire nécessitent que le gouvernement passe des paroles aux actes.